Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va commencer. On va commencer par quoi? Par un tout petit rappel de ce qu'on s'était dit hier pour comprendre où on en est. Hier, on a dit quoi? On a dit que la mesure, et ça, pour moi, c'est fondamental que tous les métrologues comprennent ça, parce que j'entends souvent des métrologues dire ouais, mais moi, on ne comprend pas dans mon métier parce que si, parce que là, c'est normal que les gens ne comprennent pas, puisque pour la quasi-totalité des gens, et même d'ailleurs pour beaucoup de métrologues, dont moi, je vous l'ai dit hier, hein, je crois, des fois le matin, je me lève, je ne crois pas aux incertitudes de mesure. Une mesure, c'est un nombre. Voilà. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est tout petit, on entend des nombres et que jamais personne ne nous a expliqué que ce nombre n'était pas la représentation exacte de ce qu'on cherchait à évaluer. Et pourquoi c'est pas la représentation exacte? La première des raisons, j'ai longuement discuté là-dessus hier, c'est que mesurer, c'est comparer. Donc, on va comparer à des unités et ces unités elles-mêmes sont imprécises. Alors, soyons clairs, la définition est absolument univoque et de plus en plus univoque, surtout quand on voit les nouvelles définitions, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la définition. Par contre, la matérialisation dans le monde physique de ces quantités-là, que ce soit des mètres, des volts, enfin des ampères, des degrés Kelvin ou des candélas, la matérialisation dans le monde physique, elle est forcément un peu imprécise. Évidemment, le BIPM travaille et continuera à travailler pendant longtemps et pour toujours à améliorer cette capacité de mesurer et de représenter dans le monde physique les unités de mesure, mais il y aura toujours une imperfection. Donc cette comparaison, déjà au départ, est entachée d'un doute puisqu'on n'a pas su matérialiser rigoureusement chacune des unités dans lesquelles on va faire des mesures. Alors, je n'ai pas insisté hier, hein, il y a les 7 unités du système international et ensuite il y a toutes les unités dérivées, par exemple le Newton, qui est le produit d'une masse par un coefficient d'accélération de la pesanteur, donc fait appel à des kilogrammes, à des mètres et à des secondes. C'est une unité dérivée du système international, comme de nombreuses autres unités. À peu près toutes les unités, sauf parfois certaines choses exotiques qu'on est obligé d'inventer par ailleurs, je pense notamment à la biologie, mais toutes les unités du monde physique sont des déclinaisons de ces unités du système international. Donc, cette comparaison-là qu'on va faire avec un processus, là j'ai matérialisé par une balance à plateau, une balance de Roverval, parce qu'elle symbolise parfaitement bien cette idée de comparaison, elle est non seulement entachée du doute qu'on peut avoir sur les talons. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas le doute le plus important, hein. À 10-9 sur le mètre, ce n'est pas l'incertitude sur l'étalon lui-même qui va nous poser le plus de problèmes, mais c'est l'ensemble des autres facteurs imparfaits qui environnent, enfin qui participent à la réalisation d'une mesure, donc à la réalisation de cette comparaison. Et comme on l'a vu hier, et j'ai longuement commenté cette figure, tous les facteurs qui contribuent à la mesure amènent leur part d'erreur, puisque l'environnement est imparfait, la méthode est imparfaite, l'opérateur est imparfait, le mesurant est imparfait, l'instrument est imparfait. Dans ce monde imparfait, rien n'est parfait. Donc dans ce monde imparfait, la valeur mesurée n'est pas égale à la valeur vraie, mais la valeur mesurée est égale à la valeur vraie, plus des erreurs qui se réalisent, d'accord, à cause des facteurs qu'on met en œuvre pour réaliser la mesure. Et les erreurs qui se réalisent, j'utilise le terme réalisation à bon escient, c'est des effets aléatoires, c'est-à-dire que l'erreur liée aux mesurantes, par exemple, va dépendre de là où je mesure le soi-disant diamètre de la patate. Si je le mesure ailleurs, ça sera une autre réalisation de cette erreur due aux mesurantes. Donc ces erreurs ont une partie, alors importante ou pas, on va le voir après, qui ont un caractère aléatoire. Et du coup, si ces erreurs étaient de type systématique, on pourrait aller les chercher, essayer de les connaître pour les corriger. Mais comme elles ont une dimension aléatoire, la température qui fait dans la pièce dans laquelle je vais faire la mesure, la température ou la pression ou l'hygrométrie ou tout ce qu'on veut, comme elles ont une variabilité, elles changent au cours du temps, on ne peut pas les connaître parfaitement, donc on ne peut pas les corriger. Donc on est face à des phénomènes de type aléatoire et ce sont ces phénomènes de type aléatoire qui se mélangent et qui forment l'erreur de mesure qui elle-même ne peut pas être connue puisqu'elle est composée de sous-erreurs élémentaires qui elles-mêmes sont aléatoires. C'est pour ça que le métrologue a été obligé, alors oui, un petit slide pour rappeler, bien sûr, la conséquence évidente de tout ce qu'on s'est dit depuis hier, c'est qu'une valeur mesurée, comme ce n'est pas la valeur vraie. Alors j'ai mis valeur vraie ici entre guillemets, parce que les théoriciens nous diront, et ils ont raison, que les valeurs vraies, il y a peu de chances qu'elles existent. Hein, voilà, pour une foultitude de raisons, ne serait-ce que des raisons quantiques. Néanmoins, nous, industriels, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment la valeur vraie des entités qu'on fabrique, qu'on réalise, que ce soit des pièces mécaniques ou que ce soit
des vaccins ou n'importe quoi d'autre. Ce ne sont pas les valeurs vraies qui nous intéressent, mais les valeurs fonctionnelles. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment où la pièce mécanique assure sa fonction et un autre où elle n'assure pas sa fonction. Mais à ce moment-là, cette valeur-là, qui caractérise la pièce mécanique dans sa fonction, elle existe, puisqu'il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Et du coup, cette valeur, quand je vais vouloir la déterminer, la mesure que je vais en faire ne sera pas cette valeur-là fonctionnelle ou pas. Entendons-nous, je le répète, ce que j'appellerais valeur vraie ou valeur fonctionnelle, c'est la même chose. C'est ce qui va faire que l'entité va donner satisfaction. Elle existe, cette valeur. Quand je vais la mesurer, je n'y accéderai pas, puisque le résultat d'une mesure ne peut pas se limiter à un nombre, comme on a l'habitude de l'entendre depuis qu'on est tout petit et depuis la cour de l'école. Donc, une valeur mesurée, ça ne peut pas se limiter à 12,13 mm ou à 12,13 degrés ou à 12,13 ampères ou je ne sais quoi. Une valeur mesurée, c'est forcément un ensemble de valeurs possibles pour la grandeur d'intérêt, puisque je ne peux pas connaître avec perfection la valeur que je cherche à déterminer. C'est sûrement l'exercice le plus compliqué qu'on ait à faire dans nos têtes. Alors, nous, métrologues, on en parle tous les jours, donc à la limite, on peut s'y faire, on sait qu'il y a des incertitudes de mesure. Ce qu'il faut comprendre, c'est la difficulté de vos interlocuteurs à comprendre ça. Dans vos interlocuteurs, il y a vos supérieurs hiérarchiques, il y a votre responsable qualité, il y a votre auditeur qualité, il y a vos clients, il y a vos fournisseurs. Ces gens-là, et c'est normal, pour eux, une mesure, c'est un chiffre. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les pratiques de l'ISO 9000, où finalement, on n'embête pas beaucoup les industriels. J'ai bien dit ISO 9000, pas ISO 17025, avec la question des incertitudes de mesure, mais on les embête beaucoup avec des questions d'étiquettes et de dates. Alors, les étiquettes et les dates, on en parlera jeudi, sur ce qui est le maintien des incertitudes de mesure. Mais on voit bien que le monde entier considère la mesure comme étant un nombre et se tracasse pas beaucoup du plus ou moins qu'il peut y avoir derrière. Or, nous, métrologues, et fort de ce qui a été évoqué juste en avant avec le synoptique du processus de mesure, on sait bien que la valeur qu'on cherche, ce n'est pas celle indiquée par l'instrument. Et donc, compte tenu du caractère aléatoire de tout ce qui se passe quand on fait une mesure, on ne va pas pouvoir connaître cette valeur qu'on cherche, on va juste avoir un ensemble des valeurs qu'on peut raisonnablement attribuer à la valeur qu'on cherche. Là, pour mémoire, je vous rappelle la définition du VIM, et le VIM nous dit bien qu'un résultat de mesure ou un résultat de mesurage, on a parlé de mesure et de mesurage hier, c'est un ensemble de valeurs qu'on peut attribuer aux mesurants, mais on ne sait pas laquelle est la vraie. Voilà, on ne sait pas. On sait que la vérité est quelque part dans ce flou, mais on ne la connaît pas et on ne la connaîtra jamais. En revanche, et ça sera la discussion de vendredi, c'est cette vérité-là qui va assurer ou pas la fonction. Et donc, même si on ne la connaît pas, elle va quand même avoir un rôle à jouer, puisque c'est elle qui assurera la fonction de ce qu'on cherche à réaliser. Donc, c'est quand même important de savoir qu'on ne la connaît pas parfaitement, elle doit néanmoins assurer sa fonction, et donc, comme on ne la connaît pas parfaitement, on ne sait pas avec certitude si elle assurera sa fonction. C'est pourquoi le métrologue doit et parle normalement, systématiquement de risque. C'est la question qu'on abordera demain. Comment les incertitudes de mesure interfèrent avec nos décisions? Elles interfèrent simplement parce que, à cause de ces incertitudes, à cause de ce flou, on va voir qu'on est en présence de risques, et demain, on va discuter de tous ces risques et de savoir comment on les évalue et comment on les exploite ou comment on vit avec. Donc, ça va être la journée de demain qui sera consacrée à cette question. Donc, pour aujourd'hui, comme le titre l'a dit, on va s'attacher à évaluer les incertitudes de mesure. Alors, je sais que maintenant, il y a une littérature pléthorique sur des méthodes d'évaluation d'incertitudes de mesure. Chacun y va de son document, chacun y va de sa version, chaque organisme, soit de normalisation, soit professionnel, va éditer des trucs et des machins. Je ne suis pas sûr que ça éclaircisse bien les idées. On va dire que globalement, dans la littérature, pour nous, la méthode, au plus haut niveau de toute cette collection de documents qui traitent de la question, de façon plus ou moins pertinente d'ailleurs, mais on n'est pas là pour en juger, on a deux grands documents. On a le GUM que vous connaissez tous, qui est sorti en 1995, donc ouais, c'est pas d'aujourd'hui, il a 30 ans, pratiquement 30 ans, donc évidemment, il mériterait une petite révision, mais il est tellement utilisé à travers le monde que réviser un document de cette envergure et de cette importance, c'est compliqué. Donc, il est en cours, en révision. On verra bien ce que ça va donner, mais voilà, on ne sait pas encore exactement les changements qu'il pourrait y avoir. Non, il en mériterait, certains. On ne va pas épiloguer là-dessus. Moi, je pense qu'il sera plutôt modifié un tout petit peu à la marge
compte tenu des enjeux. Mais dans tous les cas, il restera ce qu'il est, c'est-à-dire un précis de statistiques à usage des métrologues. Le GUM est un document de statistiques de la première à la dernière page. Alors, j'ai des amis, pas que des amis, des confrères, métrologues, qui m'ont dit parfois « Ah non, mais tu comprends rien, on ne fait pas de la métrologie ici, on fait des statistiques. On ne fait pas des statistiques, on fait de la métrologie, pardon. » Lapsus à l'envers, c'est ne pas avoir compris le métier. Enfin, le GUM est un ouvrage de statistiques, 100% statistique, à usage des métrologues, c'est-à-dire à usage de ceux qui veulent caractériser des grandeurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ce sont que des statistiques. Donc le métrologue est dans tous les cas un statisticien. Il doit avoir les bases requises, les bases nécessaires pour comprendre la mécanique qui est sous-jacente au GUM, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et le deuxième grand document, enfin, c'est une série de normes, la série des normes ISO 5725, qui, elle, traite des comparaisons interlaboratoires. On va dire pour les spécialistes que c'est une super méthode de type A pour évaluer les incertitudes de mesure, et c'est donc une mise en œuvre des statistiques dans un contexte de métrologie. Voilà. Dans le GUM, on est plutôt dans une approche analytique, mais on va faire des stats, et dans l'ISO 5725, on est dans une approche expérimentale, et on va faire des stats. Donc dans les deux cas, on fait des stats, et tous les documents que vous trouverez en dessous dans la littérature ne parlent que de statistiques. Alors des fois bien mal, j'avoue que je vous en ferai part demain, je pense. J'ai lu un truc dans le Lab GTA 90, ça m'a stupéfait, quoi. Et je me dis, les gens qui ont écrit ça devraient être punis. Je pèse mes mots, ils devraient être punis. Mais je vous en parlerai demain, je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. Pour moi, comprendre les statistiques, ce n'est pas écouter un prof de stats qui va démontrer des lois théoriques au tableau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'avoue que quand j'étais à l'école, les statistiques, ça ne me plaisait pas parce que je ne comprenais rien à leur truc. J'ai commencé à apprécier à titre personnel les statistiques, à les comprendre, à les digérer, et maintenant je les adore, simplement grâce à un outil très simple qui s'appelle la simulation numérique. La simulation numérique, alors certes, il y a 30 ans ou 40 ans, les 30 ans quand j'étais à l'école, c'était sûrement pas à la disposition des enseignants, mais aujourd'hui, tout le monde a Excel et donc tout le monde peut faire de la simulation numérique. La simulation numérique, c'est magique parce qu'on voit et on comprend ce qu'on fait. Alors, on va évidemment faire un petit tour sur Excel pour voir ces phénomènes aléatoires et voir ce qu'il en est de la science statistique sous-jacente. Bon, j'imagine que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà vu le webinaire. On en a fait 2, je crois, où on parle de tout ça, mais c'est pas trop de le redire, parce qu'on sait bien que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais entendu aujourd'hui dans cette masterclass notre approche simulation numérique pour expliquer les phénomènes statistiques. Donc voilà qui sera une découverte pour eux. Ce fichier Excel vous sera fourni aussi par Anaïs cet après-midi. Comme ça, vous pourrez faire Mémuse avec. Et du coup, s'il vous plaît, peut-être qu'il vous permettra, tout comme moi, à faire un peu de pédagogie auprès des gens que vous voulez convaincre qu'il se passe des choses et qu'il est intéressant de comprendre ces phénomènes aléatoires. Pour comprendre un phénomène aléatoire, le plus simple, c'est d'en prendre un qu'on connaît tous, c'est-à-dire le dé. Le dé à jouer. Un dé, tout le monde a joué au dé, d'accord? C'est à proprement parler un phénomène aléatoire, puisque quand je lance le dé, je ne sais pas à l'avance si je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. En revanche, j'ai cette chance de savoir que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Je ne vais pas faire 7, je ne vais pas faire 15, je ne vais pas faire moins 3. Notez que quand vous regardez la température d'une pièce, un jour, le lendemain et le surlendemain, eh ben, vous n'avez pas forcément vu toutes les températures possibles que vous ne connaissez pas d'ailleurs dans cette pièce. C'est-à-dire que pour connaître toutes les températures qu'il serait possible d'avoir dans cette pièce, ben, il faudrait relever la température tout le temps et pour l'éternité, de manière à estimer quelle est l'amplitude des températures qui peuvent exister dans cette pièce. Je prends l'exemple de la température, c'est simple, mais pour un instrument de mesure, c'est la même chose. Un instrument de mesure, un thermomètre par exemple qui mesurait de 0 à 100 degrés, donc un truc tout bête, hein, au centième de degré. Donc, ça veut dire 100 possibilités de mesure par degré, hein, centième de degré, donc 100 résolutions par degré. Il a 10 000 valeurs possibles. Voilà. Donc, quand il a 10 000 valeurs possibles, il a 10 000 indications possibles. Il peut afficher 10 000 valeurs différentes. Et ben, chacune de ces valeurs ayant une erreur, possiblement puisque le fabricant d'un instrument de mesure ne sait pas fabriquer des instruments parfaits. Pour connaître toutes les erreurs de l'instrument de mesure, il faudrait l'étalonner sur 10 000 points. Enfin, je ne vois pas comment ça serait possible autrement. Si on voulait être dans ce monde déterministe qui consiste à dire je vais trouver l'erreur maxi. Donc, quand je lance le dé une fois, par exemple, je trouve 3. Si je dis à Excel de simuler le dé une autre fois, il va voir 6. Si je lui demande de le simuler encore une fois, il va voir 5. Si je lui demande plus de simuler rien du tout et que je vois 5, je ne peux pas arrêter mon raisonnement en disant le dé fait toujours 5.
d'accord? Puisque j'ai bien vu qu'en relançant le dé, j'avais une autre valeur. Donc, en reprenant une autre graduation de la seconde mesure, j'aurais probablement une autre erreur. Ou en reprenant une température dans ma salle, j'aurais probablement une autre valeur. Voilà. Donc, il ne suffit pas de regarder les choses une fois pour considérer que c'est systématique, parce qu'il suffit de la revoir une deuxième fois pour se rendre compte parfois que on ne trouve pas la même chose. Je vous dis ça, ce n'est pas gratuit. Parce que, par exemple, dans les étalonnages en domaine température, on ose appeler correction une valeur qu'on a obtenue sur un point, même si on a fait une petite moyenne temporelle là, sur 4 ou 5 mesures, on ose appeler correction. Mais si je refais sur le même point exactement demain le même étalonnage, il n'est pas sûr du tout que ce soit la même valeur. Donc, si ce n'est pas la même valeur, ce n'était pas une correction. C'est absolument ce qu'il faut comprendre quand on fait de la métrologie. On en aura besoin demain pour comprendre tous les enjeux et pour comprendre toute cette problématique de l'évaluation du risque. Donc, pour voir un phénomène aléatoire, il faut l'observer plusieurs fois. Alors, combien de fois il faut l'observer? Rarement. Aujourd'hui, on peut l'observer plus de 5 à 10 fois. Si je vous dis qu'il faut faire l'étalonnage d'un capteur de température en 10 000 points, vous allez me dire que je suis fou. Et vous avez raison. C'est surtout pas ce que je préconise. Par contre, je préconise de ne pas simplement regarder les 5 points qu'on a étalonnés ou les 3 points qu'on a étalonnés. Parce que là, pour le coup, ça serait faux. La preuve, regardez, ici, j'ai observé 5 fois mon lancer de 1D, je n'ai pas vu qu'il pouvait faire 6 et je n'ai pas vu qu'il pouvait faire 4. Voilà. Donc, cet échantillon n'est rien, n'a pas beaucoup d'importance par rapport à la réalité du phénomène. C'est un ensemble de valeurs, voilà, à partir desquelles, et vous allez le voir, on va pouvoir décrire le phénomène qu'on n'a pas pu regarder en regardant une infinité de valeurs. Si j'avais regardé un grand nombre de valeurs, l'infini n'existant pas, on va mettre 10 000, je lance ma simulation. Alors c'est normal parce que c'est le nombre de dés que j'avais mis à 10 000 et pas le nombre de simulations. Donc là, je lance 10 000 fois un dé. Alors vous voyez qu'avec Excel, c'est intéressant parce qu'on peut le faire très vite. Si vous le faites à la main chez vous, ça va vous occuper 1 mois et demi et ça ne va pas être rigolo du tout, alors qu'Excel peut nous faire très vite. On verra tout à l'heure d'ailleurs comment on peut facilement générer des variables aléatoires sur Excel. Donc quand je regarde une infinité de valeurs, j'observe ce qu'on appelle une loi de probabilité. La loi de probabilité, en fait, c'est cet histogramme. C'est un objet mathématique, ici un histogramme, qui nous dit quelles sont les valeurs que le phénomène peut produire. Donc là, ce n'est pas une découverte. On sait qu'un dé, ça produit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc là, on nous confirme qu'un dé, ça produit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et là, vous voyez que mon histogramme, il a à peu près la même hauteur de barre pour chacune des valeurs. On a ici une loi équiprobable, c'est-à-dire qu'on ne sait rien du phénomène à part qu'il peut faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et on sait, enfin, pardon, quand je dis on sait rien, c'est pas vrai, on sait qu'il peut faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et grâce à la loi de probabilité, on sait aussi que la probabilité de faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 est identique. C'est pour ça qu'on parle de loi équiprobable. On parle aussi de loi rectangle, parce que vous avez là à l'écran un rectangle, ou on parle aussi parfois de loi uniforme, parce que uniforme, ça veut dire qu'elle a la même probabilité sur toute son étendue. Statistique, on parle de son support. Voilà. Donc, une loi de probabilité, c'est ce que vous avez sous les yeux. C'est une forme. C'est une forme. Alors ici, cette forme, c'est un histogramme, parce qu'on a une loi discrète, puisque le dé, il ne peut pas faire 1,1. Donc, on n'a que des valeurs discrètes, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et si on parlait ici, par exemple, de la température dans ma salle et qu'elle suivait une loi uniforme, alors j'aurais une loi continue et j'aurais un beau rectangle qui nous dirait que la température varie entre telle valeur basse et telle valeur haute et que quand je rentre au hasard dans la salle, il fait l'une ou l'autre des températures possibles entre les deux extrêmes. Si je regarde qu'une fois, on va prendre cet exemple, ou 2 fois, ou 3 fois, d'accord ? Vous voyez bien qu'avec cet histogramme que je construis sur 3 valeurs, je ne peux pas voir que c'est une loi uniforme. Je le sais à l'avance que c'est une loi uniforme, parce que je sais ce que c'est qu'un dé, mais quand je regarde 2 ou 3 valeurs, je ne peux pas savoir si la loi est uniforme ou si elle est tartempion. Là, j'observe 5. Je me mets dans un contexte où on déclare la conformité d'un instrument à des EMT. Vous verrez tout le bien que j'en pense demain pour ceux qui ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent savent à quel point je déteste cette approche-là et je vais vous démontrer aujourd'hui qu'elle ne sert à rien. Mais ici, le laboratoire a fait 3 mesures, 3 points de température sur le capteur et il a trouvé 5. Et on lui demande si l'EMT c'est 6. Enfin, s'il est conforme à un truc qui a une valeur maxi à 6. Alors, dans un monde parfait, 5 c'est plus petit que 6. Il peut nous dire que c'est conforme à 6, d'accord, puisqu'il n'a pas vu de valeur supérieure à 6. Et c'est vrai que traditionnellement en métrologie, on a pris l'habitude, la très mauvaise habitude de dire
Quand j'ai un constat de vérification, c'est-à-dire quand je ne sais pas les valeurs qui ont été mesurées, mais que je connais simplement la limite, 6, alors je vais prendre la limite, 6, comme l'erreur maxi de mon instrument de mesure. Et oui, si j'ai rien d'autre information que conforme, je comprends bien qu'on puisse prendre 6, mais ce n'est pas parce que je ne sais pas où est l'erreur maxi de ma loi de probabilité, et que je prends donc la valeur qui majore la valeur que j'ai vue, c'est pas pour ça que cette loi est rectangle. Ça n'a absolument rien à voir. On va le voir maintenant en lançant 3D par exemple. Quand je lance 3D, alors je peux faire des échantillons de 3, je sais que ma valeur maxi c'est 18, d'accord? En revanche, il n'y a rien qui dit qu'en lançant 3D, j'ai une loi uniforme. Vous savez, la fameuse loi uniforme quand on a une IMT, où les gens nous expliquent qu'il faut diviser par racine de 3. Quand j'ai la borne d'une loi, je n'ai pas sa forme. Et ce n'est pas parce que je ne sais pas où est la borne que la forme, elle, de la loi, c'est-à-dire la distribution des erreurs possibles, ce n'est pas pour ça qu'elle va être uniforme. La preuve, c'est que quand je lance 3D, contrairement à ce qui s'est... Ah, flûte, je me fais la même erreur que tout à l'heure. Je suis maudit. Là, on ne va plus du tout voir un rectangle, mais on va voir une forme que vous connaissez tous, très probablement, qu'on connaît tous, qu'on a tous appris à l'école. Cette forme qui est une forme de courbe en cloche, okay, qu'on appelle classiquement loi normale. Donc, vous voyez que je peux avoir un extrémum. Ici, il est 18. Dans le cas d'un D, il était 6. Mais cet extrémum ne me dit pas quelle est la loi de probabilité sous-jacente. C'est juste que, OK, je n'ai pas trouvé une valeur au-dessus de 18. Mais ça ne veut pas dire que les erreurs de ce phénomène se distribuent suivant une loi uniforme. Ce sont deux sujets qui n'ont rien à voir. La limite maxi n'a rien à voir avec la loi de probabilité. Donc, je résume là où on en est. Pour définir une loi de probabilité, il nous faut une forme. Expérimentalement, avec Excel, quand on fait de la simulation numérique, on arrive à obtenir cette forme en dessinant un histogramme. On verra tout à l'heure comment on peut dessiner facilement un histogramme paramétrable sur Excel. On va créer un fichier de toute pièce qui vous sera transmis cet après-midi et vous pourrez regarder, vous amuser et l'appliquer à vos propres méthodes. Voilà. Donc, construire un histogramme, c'est facile. Et puis, cette loi-là, en fait, qu'est-ce que les statisticiens ont fait? Ils ont vu que quand le nombre de simulations, si je faisais des simulations, allait tendre vers l'infini, et sous certaines conditions qu'on va voir ensemble, cette loi, cet histogramme pouvait être fité par une loi qu'on appelle la loi normale. Donc, vous voyez, c'est un peu comme faire passer une droite des moindres carrés par des points qui sont alignés. Là, cette courbe, en fait, cette équation mathématique, elle va nous permettre de décrire l'histogramme. Un histogramme, quand on le décrit, on parle de classe et d'effectifs ou de fréquence dans les classes. Donc, quand il y a plein de classes, ça veut dire qu'il y a plein de chiffres, alors que l'avantage d'une loi dite théorique, c'est qu'elle résume toute cette information avec l'équation qu'on a en très fort sur la courbe. Donc, vous voyez que cette équation, elle fait appel à deux paramètres, dont vous avez bien sûr déjà entendu parler. Le paramètre sigma, qui est un paramètre de dispersion. Quand j'ai un phénomène aléatoire, je dois décrire sa forme, bien sûr, mais sa forme va nous permettre de voir quelle est l'amplitude des valeurs qu'il peut produire, qu'il risque de produire. Voilà. Et bien, cette amplitude-là, en statistique, elle est donnée par un objet mathématique qui s'appelle l'écart type. Alors, l'écart type, il est fabuleux. Il a des propriétés intéressantes qu'on va voir tout de suite après. Mais il est fabuleux pourquoi? Parce qu'on le calcule toujours de la même façon. C'est-à-dire que l'écart type, quand j'ai une loi uniforme, avec des valeurs, se calcule par la même formule, rigoureusement la même formule, que quand j'ai une loi normale. Voilà. Ça, c'est la première remarque. Donc, mathématiquement, quand j'ai une série de données, l'écart type est indépendant de la loi de probabilité de la population parente. J'insiste là-dessus puisque vous le savez tous, ou très probablement une grande majorité d'entre vous, on va parler d'évaluation de type A pour les écarts types ou d'évaluation de type B. L'avantage d'une évaluation de type A, c'est que dès que j'ai une série de données, je n'ai pas à m'interroger sur la loi de probabilité de ce qu'on appelle la population parente, c'est-à-dire la population de laquelle cet échantillon a été extrait. Je n'ai pas à m'interroger là-dessus. Je prends l'écart type directement, calculé par la formule. Quelle que soit la population parente, c'est toujours la même formule de l'écart type. Dans les évaluations de type B, l'écart type, comme il n'a pas de propriété particulière, c'est une formule, on va l'estimer par une autre méthode qui, elle, par contre, reposera sur les propriétés de la forme, sur les propriétés de la loi parente. Et là, on calculera, on estimera un écart type, non pas sur une série de data avec la formule d'Excel, mais sur une étendue de valeurs possibles et une forme possible.
Et ces deux conditions-là permettront de revenir à l'écart type par une approche théorique. Donc ça, c'est intéressant, cette histoire d'écart type. Et quand la loi est normale, on connaît parfaitement bien les propriétés de ce qui se passe dans des intervalles. Alors, classiquement, on vous a appris ce qui se passait dans plus ou moins un écart type d'une loi normale, dans plus ou moins 2 écarts types d'une loi normale, dans plus ou moins 3 écarts types d'une loi normale. Mais si moi, demain, je veux savoir dans quel intervalle se trouve 17,18%, ou quel intervalle plutôt, quel intervalle symétrique se trouve 17,18% de la population parente, alors je vais avoir un certain nombre d'écarts types. Tout ça pour vous dire que, par exemple, pour ceux qui connaissent bien les évaluations de type B, quand on dit qu'un phénomène est gaussien, et dont on connaît la borne, si on divise cette demi-étendue, comme on fait classiquement, par 3, ça veut dire qu'on suppose que la demi-étendue dont on dispose est donnée à un niveau de confiance de 99,73%. Et qu'on dit, bah oui, mais ça, c'est à peu près 100%. Si c'était 100%, alors il faudrait diviser par l'infini, parce qu'une loi normale, ça varie dans plus ou moins l'infini. Et si le niveau de confiance que j'ai sur ma demi-étendue était de 99%, il faudrait que je divise par 2,5. Donc, vous voyez, c'est très sensible. Donc, quand on fait beaucoup d'approximations, quand on fait des calculs d'incertitude, et on fait notamment beaucoup d'approximations quand on fait des évaluations de type B. Bon, ça, c'est pour les propriétés de la loi normale. Vous les connaissez. Mais si ma loi n'est pas normale, comme quand je lance un dé, ce n'est pas une loi normale, elle a quand même des propriétés. Et on peut facilement démontrer, par exemple, que quand on est dans une loi uniforme, alors dans l'intervalle plus ou moins un écart type, on a 57,7% des valeurs. Voilà. Et non pas 68,43%. L'écart type se calcule de la même façon, avec la même formule, par une méthode de type A. Il n'a pas les mêmes propriétés. J'insiste parce que vous allez voir tout à l'heure qu'à force de croire que K égale 2 égale 95%, on passe à côté du schmilblick. Voilà. Ce n'est pas du tout une évidence. Ça ne marche que si la loi de probabilité des erreurs de mesure est gaussienne. Si la loi de probabilité des erreurs de mesure n'est pas gaussienne, alors ce n'est pas K égale 2 qui fait 95%. Voilà. D'ailleurs, si la loi de probabilité des erreurs de mesure était uniforme, ben, K égale 2, ça ne veut rien dire parce que la max d'une loi uniforme, c'est 1,73 fois l'écart type. Donc, il n'y a aucune valeur entre 1,73 et 2 écarts types. Voilà. Donc, on couvre plus de 100% des valeurs possibles avec K égale 2 dans le cas d'une loi uniforme. Qu'est-ce qui fait dire au GUM que finalement, et d'ailleurs pas qu'au GUM, l'hypothèse de normalité peut être retenue? Simplement, voyez bien ce qui se passe ici. Quand j'ai lancé 3D, j'ai obtenu cette forme-là qui n'a rien à voir avec la forme que j'avais en lançant un seul dé. Si maintenant je lance 6D ou 5D à l'époque, les fameux cinquièmes, si je lance cinquième, qu'est-ce qui va se passer? J'ai encore plus une forme comme ça. D'accord? Donc en fait, vous avez sous les yeux, grâce à la simulation numérique, la conclusion d'un théorème fondamental des statistiques qui s'appelle le théorème central limite et qui dit quoi? Qui dit que quand on mélange plein de facteurs aléatoires, la résultante de ce mélange, c'est une loi normale. Or, rappelez-vous, quand on fait une mesure, on mélange plusieurs facteurs aléatoires. Quand on mélange plusieurs facteurs aléatoires, alors, sous certaines conditions, la résultante est une loi normale. Autrement dit, ce que je vous expliquais hier et que je vous rappelais ce matin, ce slide-là, je pense que vous avez le slide sous les yeux, je ne sais pas, Alice, tu peux me confirmer? Normalement, oui. Hein. Vous devez avoir le slide ici, là, sous les yeux. Quand les petites erreurs qui se mélangent au moment de la mesure et qui viennent s'additionner, s'agréger à la valeur vraie pour former la valeur mesurée, ces erreurs-là, ben, c'est un peu comme chacun des dés que j'ai lancés tout de suite. Alors évidemment, elles varient pas toutes entre 1 et 6 de façon uniforme, mais elles ont des lois de probabilité chacune. Mais quand on va mélanger ces lois de probabilité, on va obtenir, si tout se passe bien, une loi normale. Et donc, comme on obtient probablement une loi normale, alors le GUM part de l'hypothèse que c'est gaussien, et c'est pour ça que vous avez ce fameux K égale 2 pour 95% de niveau de confiance. Voilà. Mais rien ne prouve qu'effectivement, c'est gaussien quand on mélange des erreurs. Pour que ce soit gaussien, il faut respecter deux conditions. La première condition, c'est qu'il n'y ait pas une erreur qui ait une importance qui soit beaucoup plus importante que les autres. On va dire comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait une composante majoritaire. S'il y a une composante majoritaire, alors la loi de probabilité résultante, ça ne sera pas une loi normale.
On comprend bien. Si je mélange une loi uniforme qui varie entre 0 et 100 avec une petite loi normale qui varie entre 0,2 et 0,3, eh ben vous comprenez bien qu'à l'arrivée, si je mélange les deux phénomènes, j'aurai une loi uniforme qui varie à peu près entre 0 et 100. Je n'aurai absolument pas une loi normale. Donc, pour qu'il y ait normalité du mélange, il faut qu'il n'y ait aucune cause d'incertitude qui pèse plus de 30% de l'incertitude globale, voilà, de la variation globale. Ce qui suppose, pour qu'il n'y en ait pas une qui pèse plus de 30%, qu'il y en ait au moins 3. Voilà. 3 de même valeur, de même force, parce qu'il peut y en avoir 3 avec une très grosse et 2 très petites et ça ne marche plus. Voilà. Mais au moins 3, c'est le minimum. C'est pour ça qu'avec 3D, ça commence à marcher. Avec 2D, si j'avais lancé que 2D, qui sont deux lois uniformes, ça ne fait plus une loi normale, ça fait ce qu'on appelle une loi triangle. Voilà. Là, cette loi, elle n'est pas chercher une loi normale là-dedans, c'est un triangle, ce n'est pas une loi normale. Il en faut au moins 3. Et une deuxième condition, c'est que les phénomènes doivent être indépendants. Donc, vous voyez, dans mon fichier Excel que vous allez recevoir, vous avez ce caractère indépendant. Alors attention, hein, le fichier Excel, c'est le mien, ce n'est pas un outil, c'est pas un objet packagé, commercialisé. Donc, si vous avez des problèmes à l'utiliser, des petits bugs, comme ça m'a fait tout à l'heure, bon, bah, écoutez, envoyez-moi un mail et je vous aiderai. Mais voilà, c'est vraiment un truc pour vous amuser, pour que vous continuiez à réfléchir sur ce cours d'aujourd'hui, mais en aucun cas, je prétends qu'il est exempt de bugs et de problèmes. Hein. Voilà. Donc, si on a des phénomènes qui sont pas indépendants, alors il se passe des choses étranges. Par exemple, imaginons que je lance 3D et que j'en ai deux qui tombent systématiquement sur la face opposée l'un l'autre. Voilà. Donc ça, j'arrive pas à le faire à la main, mais j'arrive à le faire à Excel. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, on n'a plus du tout une loi normale comme on la voyait tout à l'heure, mais on retrouve une loi uniforme qui est décalée. Qui est décalée de combien? De 7. Et pourquoi elle est décalée de 7? Parce que les dés sont construits de telle sorte que la somme des faces opposées fasse toujours 7. En dessous du 5, il y a le 2, en dessous du 1, il y a le 6, en dessous du 4, il y a le 3. Donc, si j'arrivais en lançant mes dés à la main à reproduire ce phénomène, eh ben, je constaterais bien que alors, un dé bleu, deux dés jaunes, c'est les deux dés jaunes qui tombent sur les faces opposées. Ben, mon premier dé jaune, il varie bien entre 1 et 6 de façon uniforme, comme tout à l'heure. Mon deuxième dé jaune varie bien lui aussi de façon uniforme entre 1 et 6, mais la somme de mes deux dés jaunes ne varie plus du tout parce qu'elle fait 7. Voilà. On dit qu'il y a ici une covariance, puisque les deux dés varient ensemble. La valeur du D1 fixe la valeur du D2. Là, il n'y a plus indépendance, et quand il n'y a plus indépendance, il n'y a plus normalité. Donc, dans les bilans d'incertitude, c'est rare, enfin, je connais peu de cas, je n'ai pas de cas qui me viennent en tête, où on a des facteurs de dépendance entre des causes d'incertitude dans un processus de mesure, encore que on peut en trouver, mais ces causes de dépendance existent notamment quand on fait des étalonnages d'instruments qui ont une étendue de mesure. Hein. Si j'étalonne mon pied cuisse, comme je le faisais hier avec une cale étalon, et que mon labo n'est pas à 20 degrés mais à 25 degrés, il est à 25 degrés pour tous les points de mesure. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'indépendance entre l'erreur liée à la température sur le point 10, sur le point 50 et le point 100, puisqu'ils sont tous à la même température, donc ils génèrent tous la même erreur. Et là, on est plutôt dans un phénomène où les dés tombent sur la même face. Et là encore, quand les dés tombent sur la même face, on n'obtient pas une loi normale, on obtient une loi bidule. Voilà. Mais ça, c'est une loi de probabilité. Voilà. Elle n'est pas décrite par une fonction, elle est décrite par un histogramme, mais c'est une loi de probabilité. Voilà. Donc là, toutes ces informations-là, vous pourrez les retrouver en détail dans le webinaire que je mets dans les ressources. Il dure 1h30 à lui tout seul, donc évidemment, là, ça fait une vingtaine de minutes que je vous parle de ça, un petit peu plus. On ne va pas tout refaire, donc je vous laisse le regarder. Ce qu'il est important que je vous montre pour comprendre le GUM, c'est les propriétés de ces deux paramètres qui sont les paramètres principaux des lois de probabilité. Le premier paramètre qu'on connaît tous, c'est la moyenne. Okay, depuis qu'on est tout petit, on n'est pas effrayé par les moyennes, puisqu'à l'école, la maîtresse, elle faisait déjà des moyennes. On n'est pas effrayé par les moyennes. Cette moyenne, elle a un certain nombre de propriétés. Bon, regardez par exemple ce qui se passe si je lance un dé 10 000 fois, la moyenne vaut 3,5. Voilà. Alors, je peux relancer 10 000 fois, hein, je vais retrouver à peu près 3,5. Ça va tourner autour de 3,5. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Regardez avec moi qu'un dé ne peut pas faire 3,5. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que la moyenne n'a pas comme propriété d'être, comme on le pense souvent de façon inconsciente, la valeur la plus probable. La preuve, c'est que dans ce phénomène-là, la moyenne n'existe pas. Ce n'est pas une valeur possible du phénomène. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout acquis qu'une moyenne soit la valeur la plus probable. Elle peut être la valeur la plus probable, mais sûrement pas dans une loi uniforme.
même si j'avais une loi uniforme continue, hein, la température dans une pièce qui varierait de façon uniforme, imaginons, et ben, comme j'ai une loi continue et qu'elle est uniforme, toutes les valeurs possibles ont la même probabilité. Donc, elles sont toutes la valeur la plus probable sans qu'il n'y en ait aucune qui soit plus probable que l'autre. Voilà. Donc, toutes les lois de probabilité n'acceptent pas des maximums de probabilité. La preuve, une loi uniforme. Voilà. Toutes les valeurs ont la même chance d'être réalisées. Donc, la moyenne a d'autres propriétés, on va la voir tout de suite. Le GUM n'en parle pas assez des moyennes. Et pourquoi il n'en parle pas assez? Parce qu'il considère que la moyenne des erreurs de chacun des facteurs qui contribuent à la mesure doit être corrigée. Le propre de cette moyenne, quand on la connaît, c'est qu'on peut la corriger. Voilà. Alors, si on la corrige, on va déplacer notre loi de probabilité, okay, mais on va la ramener au centre, on va la ramener vers zéro. Puisque le but, quand même, c'est d'avoir les erreurs de mesure les plus faibles possibles. Donc, qu'en moyenne, on fasse une erreur de mesure égale à zéro, c'est une bonne idée. Donc, quand un phénomène a un biais, alors on peut corriger sa moyenne. On ne corrigera pas sa dispersion, mais on corrigera sa moyenne. Et du coup, on ramène les choses en les faisant tendre vers zéro. Voilà. C'est pour ça que le GUM ne parle pas beaucoup des moyennes parce qu'il considère que tous les effets de type systématique doivent être corrigés. Il dit même, je crois quelque part, excusez-moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, que si on ne corrige pas les effets systématiques, on fait deux erreurs. Voilà. L'erreur systématique et l'erreur de ne pas la corriger. Parce que cette erreur systématique, eh ben, elle a cette propriété quand même intéressante pour un métrologue, c'est qu'on peut la corriger. Alors, par exemple, vous regarderez vos certificats d'étalonnage, ça me tient à cœur, ben, vous verrez et vous regarderez si dans le certificat d'étalonnage, on vous dit quelle est la part systématique et la part aléatoire de l'erreur. Eh bien, on ne vous le dit pas. Donc, quand on vous dit d'un instrument qu'il est non conforme, par exemple, eh bien, s'il est non conforme à cause d'une erreur systématique, c'est quand même stupide, parce que ça se trouve en le corrigeant, alors s'il ne coûte pas cher, il vaut peut-être mieux pas le corriger, en acheter un autre, mais s'il coûte cher, peut-être que ça vaut le coup de le corriger, surtout si on utilise ces valeurs sur Excel, c'est quand même facile de rajouter une valeur algébrique, donc peut-être la soustraire, plutôt que de le jeter à la poubelle, quoi. Enfin, voilà. Donc, on doit faire le distinguo entre la part systématique et la part aléatoire. C'est d'ailleurs ce que demande le VIM depuis 2008. Quand le VIM dit qu'un étalonnage, désormais, c'est des mesures, la phase 1, et une modélisation, la modélisation, c'est typiquement aller rechercher les effets de type systématique dans l'instrument de mesure pour qu'on puisse les corriger. Alors, ça veut dire qu'on est obligé de le faire. Parce que si l'incertitude finale, même sans la correction, ne fait pas naître des risques importants, pourquoi corriger? J'accepte l'idée qu'on ne corrige pas l'instrument de mesure. Ça dépend de l'usage. Mais par contre, on peut le faire si on en a besoin. Et si dans le certificat d'étalonnage, on ne nous demande pas, on ne nous donne pas cette information, et ben, du coup, on ne sait pas si c'est aléatoire ou pas aléatoire, et du coup, si on peut corriger ou pas corriger, donc du coup, on risque de faire des bêtises, par exemple, acheter un nouvel appareil, alors qu'on aurait pu corriger. Ça, c'est le premier paramètre de notre probabilité, on appelle ça un paramètre de centrage, la moyenne. Il y en a d'autres, des paramètres de centrage, le mode et la médiane, je ne vais pas les évoquer ici. Deuxième paramètre pour définir une loi de probabilité, c'est à peu près systématique. Il y en a qui n'ont pas ce paramètre, soi-disant, mais on les utilise pas en métrologie, en tout cas, je ne les ai jamais rencontrés, c'est l'écart type. Alors, autant la moyenne, on y est habitué depuis qu'on est tout petit, autant l'écart type, on n'y est pas habitué du tout. Donc, ça a tendance à faire peur, surtout si on veut écrire la formule au tableau, ce qui n'est pas, à mon sens, une véritable bonne idée. Ce qui compte, c'est d'en comprendre les propriétés. Cet écart type, ses propriétés, c'est de donner une information sur la dispersion du phénomène. On a vu que quand on était face à un phénomène aléatoire, il y avait une dispersion. Et bien, la quantification de cette dispersion se fait via l'écart type. Depuis que nous sommes tout petits, on sait qu'il y a des dispersions, parce qu'à l'école, la maîtresse, pour y revenir, elle nous donnait la moyenne de la classe, la note la plus grande et la note la plus petite. Et la note la plus grande et la note la plus petite, ce sont des objets mathématiques qui nous permettent d'avoir une idée de la dispersion du phénomène. Sauf que la maîtresse, ça avait du sens de donner la note la plus grande et la note la plus petite parce qu'elle avait toutes les notes de la classe. Donc, si j'ai toutes les notes de la classe, je peux identifier la plus grande et la plus petite. Mais si je n'ai qu'un échantillon des notes, je lance 3D 4 fois. La valeur la plus grande, quand je lance 3D, c'est 18. Ici, je trouve 12. Voilà. Donc, cette valeur 12 n'a aucun espèce d'intérêt. Aucun espèce d'intérêt, puisqu'elle n'est que la valeur la plus grande d'un échantillon, et que l'échantillon n'a aucune raison d'être la population parente en modèle réduit. Donc, ce 12 n'a pas plus d'intérêt que le 8, le 10, le 11. L'avantage de l'écart type, c'est qu'on va utiliser les trois valeurs, 8, 10, 11 et 12, pour calculer un indicateur qui, lui, va nous permettre éventuellement de deviner que ce phénomène peut produire des 18 sous réserve qu'on connaisse sa forme, c'est-à-dire sa loi de probabilité. C'est important de comprendre ça. Donc, les moyennes, centrage, les écarts types, dispersion.
On se moque de la formule de l'écart cube dans un premier temps. Excel la connaît. Il faut qu'on comprenne à quoi ça sert. Et surtout, il faut qu'on connaisse et qu'on ait compris ses propriétés. C'est celles qui sont utilisées par le GUM. Alors, je vais très vite parce qu'il faut que je vous dise ça avant de faire avec vous ce que j'ai envie de faire sur ce nouveau fichier que vous aurez cet après-midi. On va regarder quelles sont les propriétés de la moyenne et de l'écart type. Pour faire ça, on va encore faire de la simulation numérique. Donc, on va demander à Excel de simuler 1000 fois le lancer de 1D, puis de 2D, puis de 3D, puis de 4D, puis de 5D jusqu'à 10D. Voilà. Et vous voyez, il est en train de remplir les tableaux qui sont ici. J'espère que vous voyez bien à l'écran ce que je raconte. Donc voilà, mon tableau a été rempli. Okay, vous voyez ici, j'ai une colonne avec les moyennes que j'obtiens pour, quand j'ai lancé un D, la moyenne était de 3,5, c'est pas surprenant, vous le savez. Quand j'ai lancé 2D, la moyenne tourne autour de 7,08, 3D et ainsi de suite. Et je vais pouvoir faire un graphe donc qui va me montrer, en fonction du nombre de D en abscisse, quelle est la moyenne que j'obtiens. D'accord ? Et vous voyez là, les points en très forts, c'est les moyennes que j'ai obtenues dans le tableau d'avant. Vous verrez dans le fichier quand vous l'aurez. Et quand je fais passer une droite par ces points-là, ben, je trouve que la droite, elle est très bien. D'accord ? Elle a un très bon coefficient, enfin une très bonne significativité. Donc, mes points semblent effectivement alignés. Notez que si j'avais 0D, ben, ma moyenne qui se calcule par l'équation de 3, machin plus, ben, elle ferait à peu près 0, ce qui est normal. Si je ne lance pas de D, je n'ai pas de moyenne. Donc, ça me paraît logique. Et regardez bien le coefficient directeur de ma droite. C'est environ 3,5. Alors, la question de la modélisation, on l'a aussi abordé dans un webinaire. Je l'ai mis dans le slide ressources de ce support du cours 2. Ça demande des heures et des heures à expliquer ce qu'il en est de la modélisation. Je vous invite à aller regarder le replay du webinaire. Et on a aussi et surtout peut-être mis en ligne en téléchargement gratuit un livre blanc sur la modélisation. Alors, il est compliqué. C'est un sujet compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que de faire clic pour ajouter une courbe de tendance. Mais je vous invite, en tant que métrologue, à aller étudier paragraphe par paragraphe ce livre blanc, parce qu'il vous donnera toutes les clés de compréhension de ce qu'est une modélisation. Donc là, je reviens sur ce truc classique et j'attire votre attention donc sur la pente de cette droite. La pente de la droite, c'est 3,5. Et curieusement, 3,5, c'est la moyenne de 1D. Et donc, cette équation voudrait dire que la moyenne de ND est égale à N fois la moyenne de 1D. Autrement dit, que les moyennes s'additionnent. C'est fondamental. C'est une propriété statistique de base. Quelle que soit la loi de probabilité des facteurs que je vais mélanger, entendez-moi bien, quelle que soit la loi de probabilité des facteurs que je vais mélanger, la moyenne du mélange sera égale à la somme des moyennes qui composent le mélange. Autrement dit, dans un processus de mesure, le biais du processus de mesure, c'est la somme des biais de chacun des facteurs qui contribuent à la mesure. Donc, il faut connaître les biais. Et quand on connaît les biais de chacun des facteurs, alors on peut connaître le biais final de notre processus de mesure, qui sera égal à la somme de tous les biais. Ce n'est pas par hasard que le VIM demande désormais à faire cette séquence de modélisation pour distinguer le biais du résiduel aléatoire, car le biais, on peut le corriger et il va s'additionner avec les autres biais pour former le biais global du processus de mesure. Je fais une petite enquête chez nous. C'est qu'Optimu est utilisé dans des laboratoires, enfin, par des industriels et des laboratoires. On a une trentaine de laboratoires, à peu près tous accrédités, pas que par le COFAC, puisqu'on a des laboratoires qui ne sont pas en France et qui utilisent Optimu. Sur 30 laboratoires, aucun, à ce jour, nous a demandé de mettre dans Optimu, au moment de l'étalonnage, la phase 2, qui est réclamée par le VIM depuis 2008, donc depuis 15 ans. Voilà. Alors, pourquoi ils ne nous le demandent pas? Parce que les clients ne le demandent pas. Et quand vous aurez compris, vous, utilisateurs, vous, métrologues industriels, que vous avez besoin de cette information, alors vous le demanderez. Voilà. Puisque vous en avez besoin. Ce n'est pas juste pour le plaisir. C'est qu'on ne peut pas mélanger les effets de type systématique et les effets de type aléatoire. Ils n'ont rien à voir. Voilà. Et pour les corriger, il faut les connaître. Donc, c'est le rôle de l'étalonnage de connaître, d'aller chercher dans les mesures qu'il réalise la part systématique qui revient à l'instrument de mesure. Et c'est votre travail à vous d'aller regarder les parts systématiques qui sont liées à la température, qui sont liées aux opérateurs, qui sont liées aux méthodes et ainsi de suite. Ce qu'on a vu ici pour les moyennes, on va faire la même chose pour l'écart type maintenant. Voilà. Donc, on a lancé les dés, on va regarder l'écart type et on va regarder la courbe.
Alors là, flûte, ça marche beaucoup moins bien. Voilà. Donc vous voyez très clairement, ou pratiquement très clairement, que mes points ce coup-ci ne sont pas du tout alignés. Voilà. Alors le R2 est quand même pas mauvais, donc méfiez-vous du R2, c'est un indicateur assez subjectif. Ce que vous voyez là visuellement, c'est plus pertinent que le R2. Le R2 semblerait vous dire, ouais, la droite c'est plutôt pas mal, alors qu'on voit bien qu'on a un problème. Il y a aussi sur l'axe secondaire les résidus. Je ne développe pas, vous verrez ça dans le webinaire consacré à la modélisation. On va faire comme tout à l'heure, on va aller regarder l'équation de cette droite. Et là, on voit, bon, il y a un coefficient directeur, d'accord, très bien, mais il y a surtout une ordonnée à l'origine qui n'est pas nulle. Voilà. Ça voudrait dire que quand je lance pas de dés, j'ai quand même une dispersion. Donc là, on voit bien que le modèle linéaire, il ne marche pas parce qu'il y a un truc anormal. D'abord, on voit bien que c'est pas droit et on voit bien que l'ordonnée à l'origine, c'est débile, ça n'a pas de sens physique. Donc, on va faire un autre petit truc tout simple. On va élever l'écart type au carré. Élever l'écart type au carré, c'est obtenir la variance. Alors, ça m'embêtait beaucoup qu'il y ait deux termes, moi, quand j'ai commencé les statistiques. Bon, on s'y fait très bien. La variance, c'est le carré de l'écart type. Mais c'est vachement mieux de parler en variance que de parler en écart type pour une foultitude de raisons que j'évoquerai pas là. Mais c'est beaucoup mieux. Et vous allez voir qu'en plus, c'est pas l'écart type qui a des propriétés, mais la variance. Donc, vous voyez que si je regarde l'évolution de la variance, c'est-à-dire du carré de l'écart type en fonction du nombre de dés, et ben là, j'arrive à un truc qui est pratiquement droit. Alors, pourquoi c'est pas rigoureusement droit? Parce que quand j'ai des échantillons de 1000 valeurs, je n'ai que des estimations de mu et de sigma. Là encore, je ne développe pas cette partie-là. Vous l'avez dans le webinaire sur les outils statistiques, la notion d'estimateur, et vous l'avez aussi dans un livre blanc dont je vous ai mis le lien en téléchargement gratuit, lui aussi, et qui vous expliquera la différence entre le paramètre et son estimation. Donc là, comme j'ai des échantillons importants, mais pas infinis, mes estimateurs ne sont pas rigoureusement égales à la réalité, et donc, je n'ai pas rigoureusement une droite, mais si je tirais une infinité de valeurs pour faire la même expérience, je verrai que tous mes points sont alignés, et ici, on regarde que l'ordonnée à l'origine, elle est pratiquement égale à 0. Bon, ça, c'est un artefact lié à la taille des échantillons, que le R2 est plutôt pas mal, et le coefficient directeur, eh ben, il ressemble étrangement à la variance de 1D. Tout ça pour dire et vous montrer que la propriété statistique, la deuxième qu'on va utiliser dans le GUM, c'est que les variances s'additionnent. Quand les phénomènes sont indépendants, les variances s'additionnent. Okay? Donc, quand je mélange 5 facteurs ensemble, si je connais les propriétés des lois de probabilité du facteur 1, du facteur 2, du facteur 3 et du facteur 5, c'est-à-dire sa moyenne et son écart type. Alors, parfois, pour connaître l'écart type, j'ai besoin d'avoir une idée de sa forme, ça c'est dans les évaluations de type B, mais quand je connais sa moyenne et son écart type, alors je sais qu'au global, le phénomène qui est le fruit de ce mélange, donc mon incertitude de mesure, c'est quoi? Aura pour moyenne la somme des moyennes et aura pour écart type la racine carrée de la somme des variances. Alors, on va faire un petit fichier Excel que je vous diffuserai. Qu'est-ce que c'est que faire un bilan d'incertitude de mesure? C'est d'identifier des causes d'incertitude. Donc là, je ne vais pas décrire certaines causes, vous appliquerez ça à vos calculs d'incertitude si vous voulez. Je vais en prendre 5 pour parler des cinquièmes. Dans ces causes, on a besoin de connaître, vous venez de le voir, la moyenne et l'écart type. Voilà les deux paramètres qu'on a besoin de connaître pour faire un calcul d'incertitude. Pourquoi? Parce que notre incertitude finale, elle aura comme biais la somme des moyennes et elle aura comme incertitude type, donc UC égale la racine de somme carrée des écarts types. C'est les propriétés qu'on vient de voir. Et si tout se passe bien, si ma loi est normale, ben grâce à cette moyenne et cet écart type, je saurais dire quelle est la probabilité de produire telle ou telle erreur de mesure. On verra à quel point c'est important de connaître cette probabilité quand on va parler de risque demain et quand on va parler d'amélioration de la représentativité d'un résultat de mesure vendredi dans le cadre de l'utilisation des mesures pour les algorithmes d'intelligence artificielle. Voilà. J'ai laissé 2 cases vides ici pour les évaluations de type B, parce que comme vous le savez tous, très probablement, on ne peut pas tout évaluer avec des séries de data. Je peux calculer l'écart type de la température dans mon labo si j'ai un relevé des températures dans mon labo. Je peux calculer l'écart type de répétabilité de mes opérateurs si je leur fais faire plein de fois la même mesure. Je peux calculer la reproductibilité interopérateur
dans mon laboratoire si je prends plusieurs opérateurs à qui je fais faire avec le même instrument la même mesure et je regarde la dispersion des moyennes. Typiquement, une étude MSA, par exemple, là encore, j'ai mis un lien vers un webinaire qu'on a animé là-dessus. Donc, je peux, par des méthodes de type A, avoir directement l'écart type. Quand j'ai l'écart type, je ne me pose pas de questions. En revanche, parfois, je ne dispose pas de données expérimentales pour calculer l'écart type. Alors, dans ce cas-là, il me faut l'étendue du phénomène, ou la demi-étendue. Alors, on va mettre demi-étendue ici, ce sera plus simple. Il faut la demi-étendue du phénomène et la loi, car sur la base de la demi-étendue et de la loi, je vais être capable de calculer l'écart type. Alors, vous le savez, dans la cause 1, si la loi est uniforme, l'écart type, ça sera égal à la demi-étendue divisée par racine de 3. Ça, c'est une propriété statistique des lois uniformes. Donc, si la demi-étendue vaut 1, je sais calculer mon écart type. Si ma loi est en dérivée, enfin, loi en U, on va l'appeler, alors, l'écart type, c'est la demi-étendue divisée par racine de 2. Ce sont les grandes lois qu'on utilise classiquement en métrologie. Donc, je vais mettre 1 ici aussi. La cos 3, ça va être par exemple une loi normale avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le niveau de confiance de la borne. Dans ce cas-là, l'écart type, c'est ça divisé par 3. Si c'était une incertitude d'étalonnage donnée pour 2 écarts types, comme c'est écrit sur le certificat d'étalonnage, on la divise par 2. On la divise par 2. Et si c'est une évaluation de type A, on n'a pas besoin de tout ça. Et ici, on va directement avoir un écart type, par exemple, 0,45, parce que j'ai fait une série de mesures et j'ai calculé l'écart type, comme vous savez très bien le faire. Donc voilà ce que c'est qu'un bilan d'incertitude de mesure. On est ici dans le cadre de ce que j'ai appelé hier un modèle de mesure. Un modèle de mesure, il est différent du modèle d'intérêt. Là, j'ai un processus de mesure qui accède directement à la grandeur mesurée. Donc, je n'ai pas d'équation, je n'ai donc pas de coefficient de sensibilité, je n'ai pas à appliquer la loi de propagation, puisque là, les erreurs s'additionnent linéairement. On est dans le monde de la physique et on mesure des millimètres et on a traduit toutes nos causes d'incertitude en millimètres. Quand je dis en millimètres, ça peut être en degrés ou ça peut être en toute autre chose. Voilà. Maintenant, la question, c'est est-ce que je n'ai pas une incertitude qui est plus grande que toutes les autres? Donc, pour savoir ça, on va regarder le poids de chaque cause d'incertitude. Et le poids, ça se calcule en variance. Donc là, on a une cause d'incertitude qui pèse 28%. Je vous prépare le fichier parce qu'en même temps, je vous l'enverrai. Donc, vous pourrez réappliquer tout ça à vos calculs d'incertitude. Et donc ici, si tout se passe bien, on a bien une somme de 100%. Cette analyse-là, elle devrait être faite systématiquement parce que pour que ça, ce soit les paramètres d'une loi normale, il faut qu'il n'y ait aucune cause qui soit prépondérante. Bon, alors 35% ou 33%, ça m'étonnerait que ça aille chercher bien loin. Mais enfin, on en a déjà une qui est plus grande que les autres, parce que vous voyez que 35%, elle est plus importante. Pour voir la loi de probabilité du mélange, eh bien, il y a un truc qu'on peut faire très simplement, c'est de la simulation numérique. J'ai assez mal travaillé, j'en suis désolé. J'ai oublié de récupérer les syntaxes pour faire de la simulation numérique. Donc ici, on avait fait aussi un webinaire consacré à la simulation numérique. Donc vous pourrez retrouver les syntaxes sur Excel qui permettent de simuler des lois uniformes, des lois normales ou des lois en U, suivant leurs paramètres, mu, c'est-à-dire la moyenne, et sigma, l'écart type. Donc cette loi-là, la cause 1, la cause 1, on a dit que c'était une loi uniforme. Donc pour simuler une loi uniforme, là, alors
Ici, pour l'instant, je vais mettre 0 dans les moyennes. Parce que la moyenne n'impacte pas la forme de la loi de probabilité. Donc, si je veux tirer une loi uniforme de moyenne 0 et d'écart type donné, voilà. Donc il me reste à écrire ça, F4, et ça, F4. Donc vous voyez, ça peut être fait très très vite. Je tire autant de valeurs possibles de cette erreur liée à la cause 1, qui est de loi uniforme et d'écart type 0,57. Si jamais ici j'avais 3, l'écart type se met à jour et ma loi, mon générateur va prendre en compte ce phénomène. Je vais maintenant tirer la loi en U. Donc la loi en U, ça va être à peu près la même chose. Donc c'est mu plus, non, c'est pas E35. Ici, ça va être E6, pardon, plus sinus de aléa que multiplie pi moins pi sur 2 que multiplie racine de 2 que multiplie sigma. Non, on va vérifier. Bref, j'espère que c'est bon. Après, on a une loi normale à 95%. Donc là, on va dire que c'est loi normale inverse. Donc, vous voyez que sur Excel, c'est très, très simple à faire. J'aurais pu le préparer à l'avance, mais je voulais le faire en direct avec vous. Ça me prend quelques petites minutes. Je m'en excuse. Là, ça va être E8, F8. Demain, on va faire la même chose quand on va calculer des risques. Donc, c'était important que vous voyez que c'était relativement simple à mettre en œuvre et relativement efficace pour ce qu'on veut faire. Voilà. Donc là, pour que les échantillons soient représentatifs, il faut beaucoup de valeurs. Donc, c'est Excel qui travaille. Faisons-le travailler. On va en tirer 3-4 000. Voilà. Donc, tout ça pour faire quoi? Là, il faut comprendre ce qu'on a fait. Notre processus de mesure, il y a des facteurs. On les a appelés cause 1, cause 2, cause 3, cause 4, cause 5. Vous retrouvez à peu près vos tableaux d'incertitude classiques. Peut-être que là, vous n'avez pas systématiquement la moyenne. Pourtant, il faut la mettre parce qu'évidemment, ça change tout. D'accord? Et elle ne vient pas s'additionner à la fin tout bêtement. Elle vient positionner la loi de probabilité différemment. Donc, vous avez des erreurs qui se produisent, qui sont aléatoires à cause de la cause 1. On les a simulées là. Des erreurs à cause de la cause 2, cause 3, cause 5. Et à la fin, finalement, l'erreur qui va se produire au moment de cette mesure, ça va être la somme linéaire de ces petites erreurs. Et là, eh ben, il se trouve que la somme de mes 5 erreurs élémentaires qui participent au processus de mesure fait 1,7, mais la fois d'après, elle fait autre chose, et autre chose, et autre chose, et autre chose. Et là, on va pouvoir regarder quelle est la forme de la loi. Voilà. Alors, je préparerai, je ne vais pas le faire tout de suite, je préparerai, avant de vous envoyer le fichier, un petit utilitaire, enfin, je ferai un peu plus de code pour construire l'histogramme comme il faut, parce que demain, enfin, pour que vous puissiez l'utiliser comme ça, et puis demain, on aura besoin de ça aussi, donc ça sera fait pour demain. Donc, vous voyez qu'ici, on a l'impression que notre loi, ben, elle correspond bien à peu près à une loi normale. Bon, ça pourrait se discuter quand même, je la trouve bien plate sur le dessus. Hein. Donc, du coup, la probabilité à plus ou moins 2 écarts types qui est égale à 95%, j'en doute un peu. Quoi. Donc, imaginez maintenant qu'au lieu d'avoir 3 ici pour ma loi uniforme, ou par exemple ici j'ai 6, il y a n'importe quoi, là, si je reviens observer mon histogramme,
Hein. Vous voyez bien ici que ce histogramme, il n'a absolument rien d'une loi normale. On n'a pas l'habitude, enfin, j'imagine que vous n'avez pas l'habitude, de faire ce que je viens de faire ici avec vous, à savoir simuler un bilan des causes d'incertitude de manière à s'assurer que ces deux paramètres qu'on calcule, eux, on l'a vu tout à l'heure, théoriquement, la moyenne vaut bien 0 et l'incertitude type, alors c'est un petit U ici, hein, c'est Excel qui a décidé de mettre un grand. L'incertitude type, c'est-à-dire l'écart type résultant, l'écart type composé, c'est bien égal à celui-là. C'est la racine carrée de la somme des carrés. Okay. Pour autant, grâce à la simulation numérique, j'arrive à observer ici les erreurs de mesure qui peuvent se produire du fait de ces causes d'incertitude qui sont décrites dans ce bilan. Et grâce à l'histogramme qu'on peut insérer dans Excel, et dont je vais vous le paramétrer autrement pour que ce soit plus joli et plus dynamique, et ben du coup, cet histogramme nous permet de dire si oui ou non la loi résultante respecte bien le théorème central limite, si oui ou non elle peut être considérée comme étant gaussienne, et donc si en multipliant l'écart type par 2, j'ai un niveau de confiance de 95%. Là, je peux vous dire tout de suite, en calculant l'écart type en multipliant l'écart type par 2 dans ce bilan-là, je n'aurai pas 95%. Voilà, parce que la loi n'est pas normale. Donc, j'ai bien un écart type, mais ce n'est pas un écart type de loi normale. Donc, le niveau de confiance est 95%, ce n'est pas K égale 2. Quand on a l'habitude de manipuler des histogrammes, on sait calculer ce niveau de confiance. Bon, ce n'est pas l'objet de cette masterclass, mais on peut le faire. Ceux qui seraient intéressés pour creuser un peu, notamment quand on utilise le GUMessin, donc la simulation numérique, pour la loi de propagation des incertitudes, on a aussi développé un petit fichier qui permet de calculer les intervalles dans lesquels se trouvent tant de pourcents des valeurs. Et le GUMessin dit que dans l'ensemble des intervalles qui contiennent 95% des valeurs, on prend celui de plus petite étendue comme résultat d'incertitude. À titre personnel, et on le verra demain, je n'ai pas besoin de l'étendue. Voilà, on a une incertitude de mesure. Vous verrez demain que pour calculer un risque, on n'a pas besoin de l'étendue, on a besoin de la forme, de la moyenne et de l'écart type. On n'a jamais besoin de l'étendue. Or, ce qui nous intéresse, et on verra ça demain, c'est bien le risque. Parce que moi, me donner un intervalle d'incertitude à 95%, je m'en contrefiche. Ce que je veux savoir, c'est si ma voiture va démarrer. Voilà. Donc, quel est le risque que ma voiture ne fonctionne pas? Quel est le risque que mon frigo ne fonctionne pas? Quel est le risque que mon vaccin soit surdosé et qui crée des dégâts dans la population? Voilà. Je n'ai pas eu le temps de vous parler, mais je l'ai presque fait là, en fait, par simulation numérique. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de la loi de propagation. Donc, je vous propose de remettre cette question à demain. Donc, demain, on va avoir un programme chargé. On fera un petit rappel de là où on en est. On dira 2 mots sur la loi de propagation, c'est-à-dire le cas des modèles d'intérêt. Et ensuite, on regardera ce qu'il en est de la prise en compte de ces erreurs de mesure, dans ce qui nous intéresse tous, la prise de décision. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous vous amuserez un peu avec mes fichiers Excel cet après-midi. Et puis, je vous donne rendez-vous demain à 11 h pour continuer cette masterclass. Je vous remercie pour votre présence. Et donc, je vous dis à demain.